Voilà, je propose qu'on démarre. Nous avons le quorum. Et, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur le Préfet, puisqu'on va traiter d'un point de l'ordre du jour, qui est le CRTE. Voilà, je vous demande de finir de vous installer. Le quorum est atteint, je vais faire lecture des pouvoirs, avec 3 excuses. D'abord, Alain Tchefna, Céline Vernaz, Thierry Tournier, Emilio Pladiaz. Et puis, concernant les pouvoirs, Pierre Brun donne pouvoir à Aurélie Lemeur, Martin Nobleclour à Aurélie Lemeur, on a droit à 2 pouvoirs. Toujours, Daniel Bouchet à Gaëtan Pochet, Marie Bénévise à Alain Caraco, Alexandre Génaro à Grégory Bazin, Jean-Pierre Coendoz à Dominique Poma, Christophe Richel à Michel Dien, Brigitte Beauchaton à Michel Dien, Sophie Bourgade à Claire Plateau, Florence Bourgeois à Claire Plateau, Luc Berthoud qui arrivera en retard, mais pour le début à moi-même, Philippe Gamin, Alain Gaget à Pascal Mithieu, Isabelle Dunaud à Thierry Repentin. Il me semblait l'avoir vu, Isabelle Dunaud, non, je me suis trompé. Ok. Ah bon. Christelle Blambert à Jean-Marc Léoutre. Et enfin, Marcel Ferrari est représenté par son suppléant Jacques Henriot. Voilà, juste un petit mot avant de démarrer notre ordre du jour, vous faire part de la démission de Lionel Mithieu, qui a, juste pour rappel, au niveau de Grand Chambéry, de l'agglomération, de Chambéry Métropole à l'époque, qui avait été vice-président aux ressources humaines de 2001 à 2008, aux déchets 2008-2014 et à l'urbanisme et au projet d'agglomération 2014-2020. Et il est remplacé par Emilio Pladiaz en tant que conseiller communautaire de Cognin, puisque Lionel Mithieu était issu de la commune de Cognin. Et donc, M. Pladiaz est absent, c'est ce que j'ai annoncé tout à l'heure. Mais en tout cas, il est le bienvenu au sein de notre conseil communautaire. Et puis, je voulais féliciter, mais elle est absente aussi ce soir, Marie Bénéfice, pour son élection à la présidence de Savoie Déchets, où elle succède justement à Lionel Mithieu. Oui, bravo. On lui fera part des applaudissements. Voilà, je dois désigner le Benjamin de l'Assemblée. J'ai vu qu'Arthur Boisneveu était présent, donc on est bon. Et puis, je dois aussi vous faire approuver le procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 3 juin 2021 avant de démarrer. Est-ce qu'il y a des observations, des demandes de correction, des précisions ? Non, donc je le soumets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions sur ce compte-rendu, ce procès-verbal ? Non. Des abstentions? Non plus. Eh bien, je vous remercie. Voilà, il est approuvé. On va changer un petit peu l'ordre du jour pour pouvoir faire intervenir Monsieur le Préfet sur le CRTE. C'était un point qui était prévu dans les rapports détaillés, en point numéro 25. Ensuite, on reviendra sur les rapports simplifiés dans un deuxième temps. Donc, c'était ce rapport détaillé, c'était sur l'approbation du contrat de relance et de transition écologique, ce qu'on appelle le CRTE. Juste pour rappel, c'est dans le prolongement de l'accord de partenariat signé avec les régions le 28 septembre 2020, qui s'est traduit dans les contrats de plan État-région par les CRPE. Le gouvernement a souhaité que chaque territoire soit accompagné pour décliner dans le cadre de ses compétences un projet de relance et de transition écologique à court, moyen et long terme sur les domaines qui correspondent à ses besoins et aux objectifs des politiques territorialisées de l'État dans le cadre d'un projet de territoire. Et c'est ainsi que Grand Chambéry, à la demande du préfet, a engagé pour son territoire un travail de recensement des projets communaux auprès de nos syndicats à qui on délègue des compétences, également des projets syndicaux et privés, afin de pouvoir alimenter et faire cet inventaire exhaustif pour alimenter le CRTE sur la période 2021-2026. Aujourd'hui, donc, ce que l'on a remis à Monsieur le Préfet, c'est 169 actions qui ont pu être identifiées et portées ensuite à l'analyse des services de la préfecture. Dans le cadre de ce CRTE, Grand Chambéry s'est engagé sur 2 orientations stratégiques qui visent à atteindre l'enjeu principal
de préserver et accroître la qualité de vie, puisqu'entre-temps et en parallèle, on a travaillé sur la révision de notre projet d'agglomération, et ça tombait bien, puisque ce CRTE devait être cohérent avec un projet de territoire. Et je vous rappelle les deux axes principaux que l'on a pu dégager sur ce projet de territoire. C'est une agglomération solidaire et attractive. Et sur ce premier axe, eh bien, on a 96 actions recensées. Et ensuite, une agglomération engagée dans la transition écologique et énergétique. On a 73 actions recensées. Donc tout ça est remonté. Et vous avez donc dans les annexes qui sont présentées sur votre application, eh bien, sur l'annexe 0, les projets qui sont retenus pour 2021. Là, je laisserai Monsieur le Préfet, bien sûr, intervenir. Et puis l'annexe 1, qui sont les autres projets. On n'en a laissé de côté aucun, qui pourront être analysés par la suite. Voilà, juste en introduction, Monsieur le Préfet, ce que je pouvais en rappel pour recadrer. On ne va pas balayer tout le listing. Vous avez tout le projet de délibération et ensuite 4 ou 5 annexes qui précisent tout ça. Donc je vais laisser la parole au Préfet, si vous voulez bien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais saluer tous les vice-présidents, vice-présidentes présents, tous les élus du Conseil d'agglomération. Merci une nouvelle fois de me donner la parole en début de votre réunion de travail et de votre réunion communautaire. Je la monopoliserai pas, évidemment, et vous avez un ordre du jour suffisamment chargé. Je vais essayer d'être concis de façon à ne pas vous faire prendre trop de retard. Mais l'occasion était belle d'évoquer ces contrats de relance et de transition écologique en rappelant quels étaient les objectifs un petit peu stratégiques de l'élaboration de ces contrats qui se rajoutent à d'autres. Mais pour autant, il y avait trois priorités. La première priorité, c'était de mieux articuler les interventions de l'État et celles des collectivités territoriales sur un territoire donné pour la durée d'un mandat. Donc ça, c'était un des objectifs qui avait été souhaité d'ailleurs par les grandes associations, des grandes associations d'élus, tout en bâtissant un outil assez souple. Le deuxième objectif, c'était de simplifier le paysage contractuel. Pour les élus, j'allais dire les plus expérimentés, ceux qui ont du recul, ils ont vu se multiplier ce mode de fonctionnement entre l'État et les collectivités, qui est la contractualisation. Et c'est vrai qu'on a beaucoup contractualisé dans beaucoup de domaines, évidemment tout ce qui concerne la transition écologique, le développement économique, le domaine culturel, le domaine éducatif. Donc le contrat est le mode privilégié de fonctionnement. Pour autant, l'idée derrière les CRTE, c'était d'essayer d'y voir plus clair et de faire rentrer un certain nombre de contractualisations déjà existantes. Je pense par exemple pour l'agglomération de Grand-Chambéry à la politique de la ville, mais de le faire rentrer dans un document unique qui récapitule dans un espace-temps précis, qui récapitule la volonté à la fois politique et les orientations aussi de l'État du point de vue de l'intérêt général. Le troisième objectif est un objectif de plus court terme, parce que c'est vrai que dans CRTE, vous avez la relance qui est sur un pas de temps assez court. On ne fait pas de la relance pendant 6 ans. Et en même temps, vous avez la transition écologique qui est par définition une politique qui s'inscrit un peu plus dans la durée, sinon elle n'a pas d'effet. Donc l'idée, le troisième aspect, c'était de territorialiser le plan de relance en faisant en sorte que les crédits que l'État allait mettre en plus soient le plus efficaces possible, justement parce qu'ils rentraient dans une vision collective, une vision politique partagée avec les élus. Et c'était aussi l'objectif de ces CRTE. En Savoie, j'étais très satisfait de la manière dont s'est passé le découpage de ces CRTE, parce que par rapport à beaucoup d'autres départements où il y avait autant de CRTE que de PCI, en Savoie, on a réussi à se calquer sur les grands découpages géographiques, politiques, bassins de vie qui composent ce département. L'avant pays savoyard, Grand Lac, Grand Chambéry, Cœur de Savoie, Arlysère, Tarentaise vanoise, j'y étais cet après-midi pour signer le CRTE, et Maurienne. Sachant que la communauté
commune cœur de Chartreuse, est à cheval sur un CRTE interdépartemental avec l'Isère. Donc, il y a quand même eu cet effort au départ de s'appuyer sur une structuration géographique politique préexistante et c'est, je crois, une bonne chose. Et d'ailleurs, ça a été précédé en quelque sorte de l'accord qu'on a passé avec le conseil départemental qui retient aussi ces grands espaces géographiques comme lieu de ces interventions financières. Donc, de ce point de vue-là, les CRTE et le CRTE de Grand Chambéry a le mérite de s'inscrire dans un schéma départemental cohérent. Ensuite, je voudrais, à ce stade de mon intervention, remercier tous ceux qui ont travaillé dans des délais contraints, les élus qui se sont impliqués dans les comités de pilotage, dans les comités techniques et qui ont permis, je crois, de produire un document exhaustif, à la fois de grande qualité et qui reflète les attentes des uns des autres, mais qui prend également de la hauteur. Vous remerciez donc les fonctionnaires territoriaux qui ont travaillé, les chargés de mission, les services de l'État qui ont été actifs, qui sont derrière moi, Sonia Degorge pour le service des politiques publiques, Thierry Delorme, Xavier Hertz, Pascal Bernier, toutes ces personnes qui ont œuvré aux côtés des fonctionnaires territoriaux pour produire le document, Monsieur le Président, que vous avez bien voulu mentionner et qui, je crois, est un document porteur d'avenir. Vous dire également que derrière ces CRTE, il y a deux appuis que vous connaissez déjà. Il y en a un, c'est l'appui financier. Cet appui financier, je vais y revenir dans quelques instants, il a été sensiblement augmenté pour fin de l'année 2020 et début de l'année 2021, en tout cas les 7 premiers mois. Ça devrait être le cas, je l'espère, en 2022. En tout état de cause, ce CRTE, si vous l'approuvez dans quelques instants, c'est un document qui sera amené à évoluer. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, il y aura des avenants, il y aura des maquettes financières qui seront revues et corrigées en fonction des priorités politiques que vous retiendrez et des orientations stratégiques de l'État, par exemple dans le domaine de la stratégie eau, air, sol, vous savez bien, qui est aujourd'hui un objet à la fois d'attention, de préoccupation, mais aussi un levier pour les investissements de demain. Donc l'idée c'est, sur la base de ces CRTE approuvés, d'essayer d'anticiper les programmations de dotation 2022 d'ici la fin de l'année, de façon à ne pas attendre le fin mars 2022 pour avoir des programmations, j'allais dire, ciselées, prêtes à l'emploi en fonction de ce que décidera le Parlement sur la reconduction des dotations rehaussées telles qu'on a pu les connaître fin 2020 et 2021 pour la DSIL et pour la DETR. Donc ça sera un point important et là il y a du travail devant nous pour réussir, je l'espère, cette programmation anticipée. Vous l'avez dit, il y a deux catégories de projets. Il y a des projets qui ont été retenus, j'allais dire, dans une première maquette, d'autres qui sont non pas en liste d'attente, mais qui ont un intérêt, mais qui, dans l'ordre des priorités, ne sont pas situés au même endroit. Évidemment, tout ça peut bouger et n'est pas figé. Le dernier point que je voulais aborder, c'est le fait que ce CRTE, vous allez d'une certaine manière, si vous dans quelques instants vous le votez, le déclencher, mais en réalité il a déjà démarré. Puisque sur l'année 2021, si on met en synergie tous les financements de l'État supplémentaires qui ont pu être obtenus, à la fois au niveau de la ville de Chambéry, au niveau de l'agglomération, au niveau du massif des Bauges, au niveau du développement économique d'un certain nombre d'entreprises importantes qui ont vu leur outil de production modernisé dans le territoire, on peut estimer qu'on est entre 45 et 50 millions d'euros d'investissements supplémentaires par rapport à ce qui se serait fait une année normale. Je dis bien là, pas que pour les collectivités publiques, au sens large, en prenant en compte toutes les politiques publiques. Mais je pense quand même que c'est un effort significatif qui se rajoute évidemment à l'effort d'indemnisation, mais celui-là, je ne reviens pas dessus, qui était lié à la crise Covid et dont la Savoie en général
plus la partie montagneuse que la partie avant-pays, a profité normalement, puisque c'était pour compenser des pertes de revenus liées à l'épidémie. Donc, véritablement, on a eu plusieurs, j'allais dire, satisfactions en matière d'appels à projets. Les appels à projets nationaux sont toujours, non pas des loteries, mais on n'est pas certain, comme il y a des concurrents parfois sérieux dans d'autres départements ou dans d'autres régions, on n'est pas certain de les gagner. Et on en a gagné un certain nombre, ce qui prouve la qualité du travail qui a été fait à la fois par les techniciens et porté par les élus. Voilà donc ce que je voulais dire, avec tous mes encouragements. Évidemment, je suis prêt à répondre à vos questions. J'ai essayé, sans trop rentrer dans le détail, comme vous l'aviez demandé, Monsieur le Président, de ne pas rentrer dans le détail des projets portés par les uns et par les autres, mais de vous donner le cadre général de cet exercice de contractualisation qui me semble, pour le coup, porteur d'avenir. Voilà, merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Vous avez souligné effectivement remercier le travail par les services, effectivement, et la bonne collaboration entre les services vos services préfectoraux et les services de Grand Chambéry. C'est assez remarquable dans des délais quand même, dans des délais records. L'implication de la secrétaire générale aussi, qui a été très présente à nos côtés. Donc ça, c'est quelque chose. Et puis les élus, de notre côté de Grand Chambéry, merci à tous d'avoir aussi contribué à ce travail-là. Je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions sur ce CRTE sur lequel nous devons délibérer ce soir? Non, c'est clair, c'est parfait. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, sachez que moi-même, la secrétaire générale, comme vient de le dire le président, et les services de l'État qui ont contribué à l'élaboration de ce document, restent à votre disposition si vous avez des regrets ou des remords après cette réunion en B2B ou en bilatéral. On sera bien volontiers à votre disposition pour tenter d'y répondre au mieux. Il me reste à vous souhaiter une bonne réunion, parce que je crois que 20-25 points à l'ordre du jour. Donc, je ne veux pas emboliser plus vos travaux. Je vous souhaite, et puis pour ceux que je ne reverrai pas et qui partent en congé, je vous souhaite à tous de belles coupures estivales et pousser autour de vous à se faire vacciner. Le président l'a dit, si on veut sortir au mois de septembre par le haut de cette crise, il faut qu'on atteigne, on doit être à 235 000 Savoyards, il faut qu'à la fin de l'été, on soit à 100 000 de plus. Voilà, merci beaucoup, bonnes vacances pour ceux que je ne reverrai pas. Merci à vous. Merci, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup. Vous pouvez le raccompagner? Ouais. Allez. Merci, Président. Oui, merci. Juste pour préciser, oui, Monsieur le Préfet, si on le vote ce soir, il y a la signature officielle, ça serait vendredi à 10h à l'Aglo. On aurait et je crois que mais ça, c'est la préfecture qui vous enverra. Je crois que c'est déjà parti, les invitations auprès des différents maires. Voilà. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais le mettre au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions sur ce CRTE tel qu'il a été présenté? Non. Des abstentions? Non plus. Eh bien, merci. C'est adopté à l'unanimité. On revient donc à l'ordre du jour. Tant que je revienne sur ma tablette. Voilà, avec des rapports simplifiés que je vais lire, mais dont un qui est le 12, que je vais devoir reporter, qui est la 12, la désignation des représentants de Grand Chambéry dans les organismes extérieurs. Je vais vous expliquer. Ça concernait le remplacement de Lionel Mithieu à Savoie Déchets. Donc vous avez compris qu'il y a un élu, ça c'est automatique, que c'est Cognien qui désigne un conseiller communautaire pour siéger au sein du conseil communautaire. Mais ensuite, on a désigné un délégué au niveau de Savoie Déchets. Et donc j'ai beaucoup échangé avec Marie Bénévise, qui est la présidente et qui est notre vice-présidente déchets également à l'agglomération. Il y a eu entre-temps une autre démission, celle de Franck Morat. Donc ça faisait deux personnes à remplacer.
On s'est entretenu avec Marie Bénévise et là, je propose de le décaler parce que je trouve que ce n'est pas suffisamment prêt pour ce soir, pour cette désignation-là. Et moi, j'ai besoin de faire un petit tour, de me concerter avec les autres EPCI. Vous savez, il y a plusieurs EPCI dans Savoie-Déchets. Et voilà, j'ai besoin de ce temps de tour de piste. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Et on le reportera en septembre. Entre-temps, Savoie-Déchets peut fonctionner parce qu'il y a des suppléants. Hein. Ces personnes, elles étaient titulaires, mais il y a des suppléants. Donc, Savoie-Déchets peut fonctionner sans problème d'ici là. Mais 2 personnes, ça faisait beaucoup. Et puis, on avait aussi, quand on avait désigné nos délégués, vous le savez, il y avait eu des discussions. Ça fait l'objet d'équilibres de répartition sur le territoire, d'équilibres politiques. On essaye aussi d'avoir ces équilibres dans nos organismes extérieurs. Et donc, il convient de vérifier tout cela. Donc, je vais lire les rapports simplifiés, comme je le fais d'habitude. Et puis, s'il y a des questions, on ouvrira le dossier. S'il n'y a pas de questions, on les votera en bloc. Donc, le premier, c'est l'installation d'un conseiller communautaire de Cognat. On en a déjà parlé. Le 2, convention de bonnes pratiques agricoles pour la mise en œuvre de la tarification préférentielle de l'eau pour les exploitations agricoles. Le 3, versement d'une subvention pour la matériothèque. Enfin, c'est son nom, hein. C'est pas une erreur. Réemploi sur le territoire de Grand-Chambéry. Le 4, l'approbation du règlement d'assainissement de Grand-Chambéry. Le 5, le projet de sécurisation et de distribution en eau du secteur d'ébauche, sollicitation du préfet pour l'ouverture d'une enquête publique en vue de l'instauration de servitudes de passage sur fonds privés pour la pose, le renouvellement et la régularisation de canalisations publiques. Le 6, suspension de l'entrée en vigueur de la procédure d'autorisation préalable de mise en location pour un secteur de Chambéry. Le 7, l'approbation de l'avenant numéro 2 au procès-verbal de mise à disposition de biens avec Chambéry Grand Lac Économie. Le 8, demande de participation financière de la commune de l'Écheren pour les aménagements de sécurité dans les traversées des hameaux, le pont et chef-lieu au titre des voies classées d'intérêt communautaire, au titre de l'équité. C'est ça. Le 9, actualisation de la charte et du règlement d'exploitation des services de transport scolaire. Le 10, approbation de la convention relative à l'exploitation de la ligne A entre l'arrêt Technolac et l'arrêt Plage du Bourget. Le 11, approbation de la convention entre Grand-Chambéry et la commune des Déserts pour l'exploitation et la gestion du service de transport scolaire des élèves de primaire des Déserts à compter du 31 août 2021. Le 12, c'est celui-là que je retire. Le 13, l'approbation d'une participation exceptionnelle pour la déclinaison du plan national quartier d'été 2021 et dans le cadre du plan d'action Covid-19 au titre des actions du contrat de ville. Le 14, programmation complémentaire 2021 du contrat de ville. Le 15, attribution d'une subvention à l'association Mountain Riders pour la sensibilisation aux enjeux liés au climat, à l'air et à l'énergie, concernant l'année scolaire 2021-2022. Le 16, l'accord de principe pour la dissolution du service commun de la communication entre Grand-Chambéry et la ville de Chambéry. Le 17, recrutement d'un collaborateur de cabinet. Le 18, création d'un emploi non permanent sous contrat de projet, coordinateur plan logement. D'abord, modification de la délibération du 3 juin 2021. Le 19, actualisation du schéma directeur des itinéraires de promenade de randonnée de Grand-Chambéry. Le 20, communication du rapport d'activité 2020 de Grand-Chambéry Alpes Tourisme. Le 21, passation d'un avenant à la convention de moyens d'objectifs 2019-2021 avec Grand-Chambéry Alpes Tourisme. Voilà, sur les rapports simplifiés jusqu'au 21. Et on attaquera les autres en rapport détaillé à partir du 22. Sur ces rapports, est-ce qu'il y a des interrogations? Et on questionnera les vice-présidents. Oui, monsieur le maire de Barbera, Arthur Bonneveux. Oui, il faut se déplacer, voilà, ouais, s'il vous plaît. Oui, merci monsieur le président. Moi, ma question, du coup, c'est sur le rapport qui est retiré. Je vois pas pourquoi le président de l'agglomération devrait aller discuter avec les présidents des autres EPCI pour désigner ses représentants internes. Quelle est la logique dans cette décision? On ne va pas demander à Béatrice Santet ou à Renaud Beretti qui désigne parmi les élus de Grand-Chambéry celui qui va siéger à Savoie-Déchets. Non, bien sûr, c'est ce que vous avez dit, donc j'ai un peu du mal à comprendre là. Bien sûr, c'est pour bien comprendre. Vous savez, Savoie-Déchets, il y a des enjeux, il y a des gros projets.
sur ce syndicat. Et moi, j'ai besoin de comprendre et de faire un tour d'horizon. D'avoir un tour d'horizon des EPCI, on n'est pas les seuls. Les délégués que l'on désigne vont siéger, sont ces délégués qui vont prendre des décisions en commun avec les autres EPCI, mais Grand Chambéry pèse dans ce syndicat, et j'ai besoin de ça, voilà. De comprendre les enjeux. Il y a des enjeux financiers qui sont très très importants. Voilà. Je ne me suis pas suffisamment, pour l'instant, j'avoue, penché. Voilà, c'est l'occasion de bien comprendre ça pour moi. Il n'y a pas d'urgence, voilà. Il n'y a pas d'urgence à désigner ces délégués. On en a 2 à remplacer, c'est pas rien. Voilà. Ça se fera, on le fera. Bon, d'autres sujets ? Pas de questions sur ces rapports simplifiés, alors je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions sur l'ensemble des rapports simplifiés jusqu'au 21 ? Non, pas d'opposition. Des abstentions ? Bon, pas d'abstention. Je vous remercie, c'est validé en bloc. Et on passe au rapport détaillé du 22, numéro 22, qui est l'approbation du schéma directeur des sites naturels touristiques. Et c'est le vice-président Serge Tichkiewicz qui va nous faire cette présentation. Bien, Monsieur le Président, il n'est pas en route. Merci, c'est lequel? Est-ce que le micro... Un, deux, non. Pas de micro? Si, ça y est. Voilà. Bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les vice-présidents, chers collègues, permettez-moi, avant de commencer cette présentation de cette délibération numéro 22, de vous signaler que dans la salle, nous avons aujourd'hui avec nous Jean-Baptiste Tourcel, qui est notre nouveau directeur du développement touristique de Grand Chambéry, et également directeur de GCAT. Et il est là-bas présent sur la salle, il vient de se lever. Donc il remplace, comme vous le savez, Cyril Lély, qui a quitté Chambéry pour rejoindre Grenoble. Bien, on va présenter donc le schéma d'accueil touristique en site naturel sensible. J'ai l'impression qu'on a une image qui est tronquée sur la droite comme sur la gauche. Vous avez sur Idélib les slides de toute façon, donc vous pourrez les reprendre effectivement pour les voir tranquillement. Il y a eu une deuxième version pour ceux qui les avaient chargés un peu trop tôt, parce que la première version était aussi tronquée comme celle-là. Donc je vous invite, si besoin, d'aller retrouver effectivement cette deuxième version. Alors pourquoi ces espaces naturels sensibles? Je ne sais point sur quel bouton je dois appuyer pour faire avancer. Vers où je dois me tourner? Doute? Oui. Oui, vous voyez, c'est bien tronqué. Alors pourquoi effectivement ce schéma d'accueil? En fait, il a fait suite aux constatations qu'on a tous fait après le déconfinement, le premier déconfinement, sachant que les sites naturels des Bauges, de Chartreuse et des périurbains ont été très sollicités suite aux réductions sanitaires. On avait de nombreux désordres, des conflits d'usage qui ont été signalés, avec une grande augmentation des excursionnistes, mais avec un tourisme de court et moyen séjour relativement stable. À partir de ces constatation, il semblait nécessaire de définir et de prioriser des actions à mener pour favoriser un bon accueil des visiteurs sur des sites touristiques de Grand Chambéry et de l'organiser. De définir les actions pour pacifier l'accueil sur les sites et de favoriser un partage de l'espace entre les excursionnistes, les touristes, les locaux professionnels, les propriétaires. Et enfin, de définir les critères de choix pour l'attribution du fonds de concours à définir par Grand Chambéry. Nous avons utilisé une méthode qui a consisté dans un premier temps à lancer effectivement l'opération le 8 mars dernier, à réunir un COTEC le 15 avril, un COPIL le 21 avril, à travailler avec des bureaux d'études pour essayer de trouver des préconisations, des fiches d'action
suivi d'un deuxième copil le 17 juin. Ensuite, on a fait une présentation avec Cyril Lally le 24 juin lors de la conférence des maires. Et donc aujourd'hui, je vous fais un petit peu le rapport de ce schéma. Alors sur l'ensemble du schéma, en fait, on a eu une analyse, je dirais, en deux temps. Une première à l'échelle de Grand Chambéry, où on a essayé d'avoir des échanges avec le parc naturel régional du Massif des Bauges, avec Grand Chambéry Alpes Tourisme, pour essayer de mettre en évidence les actions, les études complémentaires à mener par rapport à ce qui était fait effectivement par ailleurs. Ensuite, on a pu faire un appel effectivement aux maires pour savoir s'ils avaient effectivement dans leur commune des sites naturels qui étaient effectivement en surpopulation pendant certains week-ends. Et ça nous a permis d'avoir 15 sites préidentifiés avec, à partir de là, des visites de terrain, de l'analyse des neutres et uniformisés sur les secteurs, pour essayer d'évaluer les critères nous permettant de définir, d'une part, une identification du niveau d'intervention par secteur en fonction de l'état d'avancement des réflexions, de définir une priorité d'action sur les sites en fonction de ces critères, et ensuite d'avoir un échange sur le terrain avec les 15 communes, dont l'analyse a fait ressortir un caractère d'urgence ou des projets bien avancés. Alors à partir de là, on peut faire une synthèse. Je vais bien tourner. Une synthèse des retours en fait de ces acteurs locaux, qui a mis en avant 4 points principaux. D'abord, conforter et adapter la stratégie d'accueil des visiteurs. En deuxième, assurer la pérennité des ouvrages, alléger la responsabilité de la collectivité et des privés. En troisième, un soutien à des projets d'aménagement qui étaient en cours. Et en quatrième, la sensibilisation de tous les publics concernés. Nous avons de là fait effectivement une carte. Je veux bien avancer. Une carte que vous retrouverez là sur les slides, qui nous a permis de regarder un petit peu la mobilité du tourisme sur Grand Chambéry. Et cette carte nous permet de caractériser en fait cette mobilité par un certain nombre de points. Remarquez d'abord qu'on a des sites qui sont entourés de polarités denses, qui favorisent effectivement l'excursionnisme avec un rayonnement local et un rayonnement régional. Ensuite, seulement quelques desserts de transport en commun qui sont relativement peu adaptés à cet excursionnisme et au tourisme local, en particulier le week-end. Un système de covoiturage en place qui reste à conforter, des difficultés de stationnement sur de nombreux sites, en particulier lors des pics de surfréquentation, et des axes chargés lors des périodes d'affluence du tourisme d'excursion, en particulier les week-ends. C'est un peu récalcitrant. Voilà. Alors, si on regarde un petit peu la polarité touristique du développement économique de Grand Chambéry, on s'aperçoit qu'il y a bien sûr des secteurs qui regroupent le tourisme de long séjour, qui est caractérisé sur cette carte avec les gros points rouges sur lesquels nous avons une capacité de plus de 1000 lits sur les plus gros points, et quelques polarités économiques touristiques qui sont un peu dispersées effectivement sur l'ensemble des massifs. Évidemment. Alors pour faire cette étude, je démarre trop tardement apparemment. Donc on a pu effectivement, après cet appel aux différentes communes, se ressortir en fait 16 sites particuliers sur lesquels il y avait des actions à mener de manière relativement rapide, et 8 autres qui pourront être concernés par la suite. Ces sites, vous les retrouvez là avec les différents numéros sur l'ensemble de notre communauté de communes, avec la grotte de Pré-Rouge, le canyon du Pont du Diable, le lac Marié, le hameau des Monts, les îles du Chéran, la tourbière des Creusates, les déserts Fétla, le Nivolé le Cire, Montterminot, Jacob Belcombette, le canyon de Ternaise, le lac de la Tuile, Routaine Saint-Reine,
l'école en Bauge, Vaillant de Bellevaux et le col de l'Épine. Donc ces sites qui ont été particulièrement remarqués par les besoins effectivement qu'on avait d'agir assez rapidement. Désolé, mais système qui répond. Bien. Je pense que de toute façon, vu la vision que vous avez des images, je ne vais pas m'éterniser sur ces images, vous les aurez de toute façon sur les slides. Alors, pour connaître l'importance des besoins qu'on avait sur chaque commune, on a essayé de définir une notation par site avec un certain nombre de critères et une note pondérée par critère. Alors, ces critères, on va retrouver l'attractivité du site, la facilité d'accès, la sensibilité environnementale, les conditions d'accueil actuelles, la retombée économique de proximité, les conflits d'usage, l'intensité d'activité en pleine nature sur le site, la sécurité et le contexte géographique. Et exceptionnellement pour cette année 2021, nous avons rajouté un critère complémentaire qui était la maturité des projets déjà en place pour pouvoir démarrer assez rapidement, si besoin, un certain nombre d'actions. Ces critères ont été pondérés et on se retrouve à avoir une note de pondération en fait, sur laquelle on a mis une pondération forte à la sécurité, au conflit d'usage et à la sensibilité environnementale, une sensibilité moyenne sur les retombées économiques de proximité, l'attractivité et les facilités d'accès, et une retombée et un critère plutôt faible sur les conditions actuelles d'accueil, sur le contexte géographique et sur l'intensité des activités pleine nature sur le site. Sachant qu'en activité maturité des projets est également un critère fort pour cette année. Alors si on regarde un petit peu en synthèse, il n'y a pas en fait de surfréquentation permanente sur les sites, mais des sites présentant des pics de fréquentation importants et déstabilisant les infrastructures en place. On a une stratégie pour le tourisme d'excursion à construire et une caractérisation des sites. Certains sites sont à promouvoir, d'autres sont peut-être un peu à freiner. On doit prévoir un accueil physique et des actions sur le terrain avec une imagination et organisation du report en cas de préservation de certains secteurs, en favorisant une stratégie d'accès multiple au site, en favorisant une concertation élargie avec toutes les parties prenantes en amont des aménagements et en favorisant des aménagements réversibles adaptés au pic, contexte, temporalité, flexibilité. À l'échelle de Grand Chambéry, les enjeux sont principalement pour définir les polarités touristiques et le développement économique, avec consolider la stratégie spécifique aux excursions touristiques au sein de Grand Chambéry. Définir l'attractivité et la communication pour simplifier et harmoniser les messages de sensibilisation délivrés par les différents acteurs et les médias. Et penser aux mobilités avec comme enjeu le dimensionnement des infrastructures cohérentes et adaptées et en travaillant le report modal sur le moyen et long terme. Alors à partir de là, vous avez eu un classement des sites qui vous est donné dans les slides qui sont sur eDrive. Et vous avez effectivement donc l'ensemble des sites qui ont une note pondérée qui nous permet de se dire on va essayer de favoriser effectivement les sites qui sont en plus urgence. Alors je prends simplement dans les premiers, mais vous aurez la liste complète sur les slides. Le canyon du Pont du Diable, le lac de la Tuile, à École le Vaillant de Bellevaux, les îles du Chéran par exemple, qui se retrouvent effectivement en urgence aujourd'hui, vu la fréquentation. Alors pour chacun des sites, le bureau d'études qui a travaillé avec nous a fait une fiche très détaillée qui donne effectivement les détails des problèmes qui s'y posent, des possibilités de résoudre certains de ces problèmes, d'essayer de classer effectivement les urgences d'investissement à faire et de proposer pour cette première année des investissements possibles. Tout ça est basé en fait sur un certain nombre d'équipements sur lesquels on va retrouver le franchissement des enclos, qui est un gros problème effectivement dans la nature, la protection des espaces naturels sensibles, secteur de protection de la faune, l'accueil en forêt, la gestion des flux de véhicules, la gestion des pics par la mise en place de solutions temporaires, la gestion sur le long terme avec des conventions de gestion des sites, avec les acteurs concernés et quel est le rôle de chacun, les servitudes de passage et de traversée de propriété,
la sécurité des personnes, l'harmonisation et la simplification de la signalétique sur site, la gestion des activités en place et tout un tas d'équipements de propreté, que ce soit des WC, des poubelles, des vestiaires, qui sont nécessaires effectivement pour réussir à avoir un accueil touristique intéressant. Alors ce schéma directeur relève de la compétence de Grand Chambéry et la maîtrise d'ouvrage des aménagements de la compétence des communes. Donc un fonds de concours, dont on parlera dans la deuxième délibération, permettra à l'agglomération de soutenir financièrement les communes. Donc Grand Chambéry et Grand Chambéry Alpes Tourisme pourront également accompagner les communes qui le souhaitent dans la définition et la réalisation des aménagements. En conséquence, il vous est proposé d'approuver le schéma directeur des sites naturels touristiques afin que l'accueil des visiteurs de ces sites sensibles soit envisagé dans une approche globale à l'échelle du territoire. Et pour cela, donc, d'approuver le schéma directeur et de dire que Grand Chambéry, Grand Chambéry Alpes Tourisme accompagneront les communes dans la définition et la réalisation de leurs projets. Je vous remercie. Très bien. Merci, Monsieur le Vice-président, pour cette présentation. Donc, il est vrai, on en a déjà parlé, hein, cette surfréquentation de certains sites nécessite de les sécuriser, créer des conflits d'usage, ça a bien été dit. On est sur des sites par définition sensibles, qui sont des sites naturels, donc il y a aussi une sensibilité environnementale, etc., qui, pour les communes supports, sont des financements qui sont lourds. Et l'objectif, c'est bien, à travers ce schéma, de valider ensuite, on le verra, comme ça a été annoncé, un fonds de concours pour aider ces communes supports. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce schéma directeur ? Voilà, sur la base de critères objectifs qui ont été... Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais le soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non. Des abstentions ? Non plus. Très bien. C'est voté à l'unanimité. Merci beaucoup. On enchaîne toujours, Serge, en restant ici, sur le rapport 23, qui est la création, la suite logique d'un fonds de concours pour ces sites naturels touristiques et de loisirs. Alors... Dans la continuité de la délibération précédente, la maîtrise d'ouvrage des aménagements relevant de la compétence des communes, il est donc proposé de créer un fonds de concours pour que Grand Chambéry soutienne financièrement les communes dans la réalisation de leurs projets. Ce fonds de concours est plafonné à 50% du montant hors taxe du projet restant à charge de la commune, une fois les subventions déduites. Il est cumulable avec d'autres aides dans le respect de la règle d'un autofinancement minimum de 20% par le maître d'ouvrage. L'enveloppe budgétaire globale allouée pour 2021 pourrait être de 80 kg € TTC, avec des dépenses éligibles étant des dépenses d'investissement, donc des travaux d'aménagement et d'équipement pour l'amélioration du site ou de l'accueil du public, avec des équipements de signalétique de sécurité et ou pédagogiques de sensibilisation, avec la réalisation d'études ou de maîtrise d'œuvre en lien avec les travaux projetés. On demande aux communes... Alors, comme ce programme est prévu pour durer sur quelques années, on demande aux communes d'adresser avant le 28 février d'une année N, mais pour cette année avant le 31 août pour 2021, une demande de soutien à Grand Chambéry pour l'année N selon un formulaire type qui leur sera adressé, avec les pièces à joindre telles que la délibération, les devis, les notes descriptives du projet, plan détaillé, plan de financement, échéancier prévisionnel. Donc vous connaissez effectivement les demandes habituelles. Ces demandes sont instruites sous réserve de la complétude du dossier. Une délibération du conseil communautaire attribuera le fonds de concours. Les dossiers qui ne seraient pas retenus au regard de la priorisation et de l'enveloppe budgétaire annuelle allouée pourront faire l'objet d'une nouvelle instruction pour les années suivantes. La question de la trésorerie pour le financement de ces travaux a pu être évoquée. Les services de Grand Chambéry s'efforceront de réduire les délais de versement. Suite à la délibération d'attribution, une avance ne pouvant excéder 30% du fonds de concours pourra être versée à la commune sur sa demande express, le cas échéant. Les communes pourront solliciter le commencement des travaux avant l'attribution effective du fonds de concours. Alors, il est précisé que ce nouveau dispositif pourrait être amené à évoluer en fonction des priorités fixées par le futur projet d'agglomération, et on espère bien pouvoir joindre à ce fonds de concours de Grand Chambéry un certain nombre d'offres également qui pourraient être liées aux sommes versées par le département d'une part, mais aussi dans l'espace valléen, par exemple,
qui est en cours de renouvellement actuellement. Donc, on vous demande, si vous voulez bien, d'approuver la création d'un fonds de concours des sites naturels touristiques selon les modalités définies ci-dessus, d'autoriser le président ou son représentant à signer des documents y afférents et de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. Merci. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce fonds de concours? Pas de questions. Je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions? Non plus. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Vice-président. On passe au point 24, qui est... je me trompe pas? Oui, c'est ça. 24. Adoption du plan d'action 2021-2022 pour la mise en œuvre du contrat de ville. C'est dans le cadre de la politique de la ville. C'est le vice-président Franck Morat qui va nous faire la présentation de cette délibération. Alors c'est vrai qu'on est un peu loin de l'écran. L'écran est trop petit. Il faudrait peut-être qu'on mette 2 écrans. En tout cas, on a souhaité avoir cette configuration en U pour que on puisse se voir tous. Ça a cet avantage, mais l'inconvénient, c'est que ça prend encore plus de place et on est encore plus loin que de l'écran. Merci, Allez. Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous. Il s'agit effectivement ce soir de soumettre à votre approbation le plan d'action du contrat de ville d'agglomération. Souvenez-vous, le 15 avril dernier, nous avons adopté la programmation du contrat de ville. Dans les rapports simplifiés, il y avait également une programmation complémentaire. Et donc, pour parachever, j'allais dire, ce contrat de ville, il s'agit de le compléter avec ce plan d'action. Non sans vous rappeler que la loi de finances de 2018 a prorogé les contrats de ville et que du coup la temporalité du plan d'action est bien celui du contrat de ville. Donc c'est la raison pour laquelle il est proposé pour l'année 2021 et l'année 2022. En préambule, rappeler que ce plan d'action a été élaboré entre les services de l'État, les communes et l'ensemble des partenaires du contrat de ville, et il s'est matérialisé notamment par le recueil des besoins des communes, par des entretiens que j'ai pu mener accompagnés des services que je salue, avec également sur la base d'une grille d'entretien à la rencontre des communes, et ce qui s'est déroulé durant la période de décembre à février. Beaucoup de rencontres techniques également avec les services de l'agglomération, les services de la ville de Chambéry, l'État et tous les partenaires institutionnels qui sont très nombreux, les bailleurs, l'éducation nationale, la CAF, le département, Pôle emploi, l'ARS, CGLE. Et toutes ces rencontres ont permis effectivement d'actualiser à la fois les partenariats et de mener ce travail en commun pour inscrire un plan d'action qui soit à la fois partagé et qui soit très, très réaliste. Enfin, également, le recueil des besoins avec l'avis des conseils citoyens et les rencontres des associations accompagnées pour partager une feuille de route commune. Et c'est un objectif dès le début de la mandature. Alors, le contrat de ville, on l'a dit, il est élaboré par et il est fait pour les habitants. Il faut également souligner, si on peut passer la diapositive suivante, mais je vais l'anticiper. On rappelle quand même que le plan d'action, c'est avant tout pour mettre en place une politique. C'est la politique de la ville qui soit à la fois ambitieuse et qui vise à réduire les écarts de situation entre les habitants de l'agglomération, avec un double objectif: redonner une confiance aux habitants qui vivent dans leur quartier, et puis assurer auprès de ces habitants l'état de droit et l'accès aux droits. Ce contrat de ville est destiné, je le redis régulièrement, aux quartiers prioritaires de la ville de Chambéry. Vous les connaissez maintenant, les Hauts de Chambéry, et puis les quartiers du Biolay et de Bellevue. Et puis également, vous avez les quartiers en veille active, qui sont assez nombreux. Je les recite volontairement pour que nous les ayons toujours bien en tête, puisque la politique de la ville s'adresse aussi aux autres communes, notamment le Clos Gaillard et les Épinettes situées à Barbie,
Le Mabaral, Chantemerle, Piochet et Cassines à Chambéry, les quartiers de la Forgerie et Poterie à Cognin, le Val-Fleury, Féjaz et pour partie les Épinettes à la Ravoire, les Chantres sur la commune de la Motte-Savolex, le Corbolet à Jacob-Belcombette, les Tournelles à Saint-Alban-Lès, l'Espigné et Préron à Saint-Baldoff, ainsi que la galerie de Chartreuse de Barbera. Alors, pour entrer un petit peu dans le détail de ce plan d'action, enfin, je ne vais pas rappeler toutes les fiches actions parce qu'elles sont très nombreuses. Et d'ailleurs, vous aurez ce document. Si vous l'approuvez, il sera adressé bien sûr à tout le monde et à toutes les communes pour que vous puissiez vous-même le distribuer à l'ensemble des conseillers municipaux. Il faut souligner notamment, et je l'ai dit tout à l'heure, que ce plan d'action, c'est le fruit d'un travail avec beaucoup de partenaires, beaucoup d'acteurs mobilisés, plus d'une centaine, et puis surtout ce sont des moyens financiers importants qui sont alloués pour mettre en œuvre ce plan d'action. 1 619 000 €, hein, c'est un montant important. Qui se ventile de la manière suivante: 904 000 € au titre des crédits d'État, qui sont des crédits spécifiques pour volet social et adulte relais. Grand Chambéry apporte un soutien financier de 620 000 €, hors les projets de renouvellement urbain. La ville de Chambéry apporte également un concours important de 95 000 €, également hors les projets de renouvellement urbain. Et puis en complément, il faut souligner à peu près 100 000 € de financement annuel de l'ensemble des autres communes et aussi les bailleurs de notre territoire. Hein, c'est à peu près 120 000 €. Alors, ce plan d'action, il est constitué autour de 5 axes avec 19 objectifs stratégiques. Ces 19 objectifs font l'objet d'une fiche action détaillée. Vous pouvez le retrouver avec les actions en cours et les actions à venir. 5 axes qui sont les suivants: valoriser les capacités de développement urbain durable des quartiers pour améliorer le cadre de vie des habitants, développer le potentiel des quartiers à travers l'emploi et le développement économique, renforcer l'inclusion des habitants pour créer les conditions du vivre ensemble, garantir l'égalité et lutter contre les discriminations, et enfin, partager aussi des méthodes de travail et rechercher des partenariats innovants en termes de gouvernance et de pilotage. Alors, sans entrer trop dans les détails, le premier axe que j'ai rappelé, valoriser les capacités de développement urbain durable des quartiers pour améliorer le cadre de vie. 4 fiches actions précises, détaillées. Première fiche, poursuivre et renforcer le renouvellement urbain des quartiers par une action sur le bâti et l'espace public. Ce sont les projets qui sont en cours, et notamment, je pense, aux quartiers prioritaires. Deuxième fiche, développer la gestion urbaine de proximité pour être encore au plus près et au service des habitants. Troisième fiche, renforcer la mixité sociale des quartiers en limitant la concentration des précarités. Et enfin, une quatrième fiche sur ce premier axe qui consiste à décliner la stratégie globale du contrat de ville dans chaque quartier en veille active en tenant compte de ses spécificités. Ça, ce sont les 4 fiches liées au premier axe. Le deuxième axe consiste à développer le potentiel des quartiers à travers l'emploi et le développement économique. 2 fiches actions à ce sujet, avec une thématique importante, favoriser l'insertion professionnelle des habitants par un accompagnement individuel ou collectif, en mobilisant tous les dispositifs qui existent, et ils sont nombreux, et favoriser le rapprochement des entreprises et des habitants en s'appuyant sur la dynamique de développement économique de l'agglomération, une dynamique qui est importante effectivement sur notre territoire, qu'il faut souligner. Le troisième axe, il consiste à renforcer l'inclusion des habitants pour créer toutes les conditions du vivre ensemble, et notamment avec le renforcement de l'inclusion et la réussite des habitants pour créer les conditions du vivre ensemble. C'est cette thématique de l'éducation et de la parentalité, et plus que jamais, cette thématique est importante, notamment pour accompagner les parents dans leur fonction parentale, et améliorer aussi la réussite scolaire de tous et lever toutes les difficultés éducatives qui pourraient être rencontrées. Un autre aspect qu'il ne faut pas négliger consiste la culture et le sport, au titre de renforcer l'inclusion et la réussite des habitants. L'objectif, c'est d'amplifier l'offre culturelle et sportive comme support éducatif et d'inclusion sociale.
J'en profite pour faire une petite parenthèse. Ce document a fait l'objet d'un comité de pilotage animé par monsieur le préfet qui était là tout à l'heure. Et monsieur le préfet, à l'issue du plan d'action qu'il a validé, a émis trois objectifs à atteindre, qu'il nous a fixés en plus. C'est vraiment au titre du sport, c'est développer le sport dans nos quartiers, en mobilisant les associations, en mobilisant tous les acteurs et en portant vraiment cet effort pour contribuer au vivre ensemble. Donc voilà, je voulais le souligner parce que c'est une thématique qui est très importante et on est vraiment en phase avec les attentes aussi des services de l'État. Ensuite, la fiche numéro 10 concerne la citoyenneté et le lien social. Et cette fiche propose des actions très concrètes pour favoriser le bien vivre ensemble dans le respect des valeurs de la République. Et là aussi, c'est un autre objectif que le préfet a bien rappelé, c'est-à-dire voilà, lutter contre toute tentation ou tentative de mener des actions qui sont contraires aux valeurs de la République. Donc cette vigilance qu'on vient d'observer dans notre mission d'élu, quel que soit le rôle de l'élu que nous avons au sein des communes. L'objectif numéro 4 consiste à garantir l'égalité et aussi, alors j'oublie la prévention et la santé, effectivement, ça c'est effectivement très, très important, notamment par rapport à la restauration qui s'impose d'un cadre de vie qui soit apaisé et sur la tranquillité publique et la prévention. Il y a de nombreuses actions aussi qu'il est possible de mener avec tous les acteurs qui œuvrent en ce sens pour la tranquillité publique, et puis favoriser l'accès aux soins des populations les plus vulnérables. La crise de la Covid aussi a pu révéler des situations d'urgence sociale dans nos communes et pour lesquelles il faut vraiment que nous ayons la plus grande vigilance. Le point numéro 4, je le disais, c'est garantir l'égalité et lutter contre les discriminations avec 4 fiches actions, avec la fiche numéro 13 que vous retrouverez pour adapter les moyens face aux impacts de la crise sanitaire, économique et sociale, la prise en compte des besoins et des envies d'agir de la jeunesse et prévenir toutes les discriminations, favoriser l'accès aux équipements numériques et faciliter leurs usages. De nombreuses actions sont menées par l'agglomération, mais aussi de très nombreuses communes en veille active. Et puis garantir l'égalité femmes-hommes dans cet objectif de garantir l'égalité et de la lutte contre les discriminations. Enfin, le dernier enjeu, le dernier axe concerne la gouvernance et le pilotage, avec l'idée de pouvoir partager des méthodes de travail avec des partenariats innovants. Et là-dessus, 3 fiches actions vous sont proposées. Vous pourrez les rentrer dans le détail, et notamment accompagner et soutenir les acteurs de terrain et partenaires essentiels qui ont envie de s'investir et qui, par leur expérience et par leur regard et leur réflexion, veulent être force de proposition et qu'il faut bien sûr associer et soutenir. La fiche numéro 18 s'assure de la réussite des actions du contrat de ville en accompagnement des projets prioritaires autour d'objectifs communs. Et enfin, la dernière fiche, c'est amplifier la recherche de financement pour le maintien des services renforcés dans les quartiers. Il y a des communes qui ont des quartiers prioritaires et en veille active, qui veulent développer des tiers-lieux et qui veulent aussi renforcer la présence de structures pour venir en accompagnement pour maintenir aussi ces services dans ces quartiers. Voilà pour ce qui concerne les objectifs de ce plan d'action. Il a donc été présenté lors de la commission de la politique de la ville que nous avons tenue pour la première fois sur la commune de Barbera. Et je remercie encore le maire pour son accueil. C'était le 29 juin dernier, et donc le 30 juin, je vous l'ai dit, le comité de pilotage piloté par le préfet pour la présentation de ce document.
Et enfin, pour terminer, je voudrais dire que ce plan d'action s'inscrit pleinement dans le projet d'agglomération à travers 2 fiches en jeu qui ont été repris au titre de la thématique de la solidarité. Voilà, mes chers collègues, pour cette présentation. Je voudrais juste en profiter pour remercier tous celles et ceux qui ont travaillé pour l'élaboration de ce document et je voudrais remercier très chaleureusement Salima Traoré pour laquelle aujourd'hui c'est son dernier conseil communautaire en tant qu'agent de Grand Chambéry après 13 années passées au sein de cette collectivité et voilà, je voudrais vraiment la remercier pour ses compétences, ses qualités humaines et puis surtout son professionnalisme accompagné bien sûr de ses autres collègues qui l'entourent. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et effectivement, merci à... Oui, je crois qu'on peut applaudir Salima parce que... On peut l'applaudir. Ceux qui l'ont côtoyé connaissent ses qualités humaines et son sérieux. Merci d'avoir fait ce remerciement, Franck. Et puis merci aussi à toi, en tant que vice-président, sur ce travail-là. C'est vrai que c'est bien résumé. C'est vrai, ce contrat de ville sert à... Moi, je retiens, vise à réduire les écarts de situation entre les habitants de l'agglomération. C'est bien résumé pour, d'une part, redonner confiance aux habitants. Effectivement, c'est là tout le travail. Et puis, assurer l'état de droit et l'accès au droit. Je trouve que ça résume bien en introduction. C'est dans la délibération, je ne fais que relire. Mais ça résume bien la totalité de ces actions sur ce contrat de ville. Voilà, je vous laisse réagir si besoin, questionner le vice-président. Il n'y a pas de questions. C'est parfait. Alors, je vais le soumettre à votre vote. Est-ce qu'il y a des oppositions sur cette proposition de délibération? Non. Des abstentions? Non plus. Eh bien, merci beaucoup. Et on passe au point 25, qui est... on l'a déjà fait, bien sûr. C'est fait. C'était le CRTE. Et donc, le 26, création d'un fonds de soutien pour les études de rénovation énergétique. Ah, pardon. Ah oui, une intervention. Oui. Vous savez, comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes le 13 juillet. Dans certaines communes, on était désolé de voir le maire absent pour être en votre présence. Et je me suis engagé à les rejoindre dès 20h30, puisqu'à Saint-Jean, ce soir, il y a la fête, il y a un feu d'artifice. Voilà, on est très heureux et on était désolé qu'il y ait un conseil communautaire ce soir. Donc je vais rejoindre les habitants. Et je vous avais fait une promesse, c'est de porter le premier masque qui m'a été offert par une Sangerenne et qui m'a dit, depuis quand même plusieurs mois, « Dis Doudou, tu viens plus aux soirées ». Alors, j'ai le plaisir de le porter. Je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous avez 2 minutes, on aura l'occasion de vous offrir un coup à boire à Saint-Jean-d'Arvey. Merci, bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Merci pour ce moment d'humour et merci pour l'invitation. Je sais certains m'ont reproché d'avoir fixé cette date, la veille du 14 juillet, mais on avait quand même des points importants, et notamment le CRTE en avant-première, où là, on a des délais très, très tendus. Bon, alors on continue. On en était au 26, je disais, donc création d'un fonds de soutien pour les études de rénovation énergétique et de production d'énergie renouvelable. C'est Aurélie Lemeur, vice-présidente, qui va nous faire cette présentation. À toutes et à tous. Le micro n'est pas branché, on dirait. Oui. Si? Ah, pardon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est mieux. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de délibérer sur la création d'un fonds de concours de soutien pour les études de rénovation énergétique et de production d'énergie renouvelable pour nos 38 communes. C'est une nouvelle enveloppe votée sur le budget 2021 à hauteur de 50 000 € qui va pouvoir venir en appui aux besoins des communes, donc à savoir des audits et des diagnostics de rénovation énergétique du bâti, des études de faisabilité
technico-économiques de systèmes de production d'énergie renouvelable, des études de montage et de portage d'opérations avec définition d'un plan de financement. Donc tout ceci, c'est pour répondre à nos objectifs du PCAET, que je vous rappelle ambitieux, que nous n'atteindrons qu'avec la contribution de l'ensemble des acteurs publics et privés. On a déjà eu des délibérations autour d'appels à projets TEPOS qui concernaient également les acteurs socio-professionnels, les entreprises, les agriculteurs. Donc là, c'est un fonds de concours. Il y en aura d'autres de présentés ce soir pour vraiment vous soutenir les communes dans des études. Donc 50% du reste à charge hors taxe sera financé par Grand Chambéry. Ce fonds de concours est pluriannuel sur la période 2021-2026. Vous pouvez le mobiliser dès à présent. Il y aura 3 comités d'attribution par an pour pouvoir répondre à vos demandes au fil de l'eau. Et vous pouvez l'utiliser comme un véritable outil d'aide à la décision pour pouvoir vous engager dans des programmes de rénovation énergétique et de production d'énergie renouvelable. Très bien, merci. Donc vous l'avez compris, c'est pour nous encourager nos communes à aller vers ces rénovations énergétiques et puis la production d'énergie renouvelable, bien évidemment. C'est pas une somme importante, mais pour certaines communes, ça peut bien sûr être très incitatif et encouragé. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions sur ce fonds de concours ? Eh bien, écoutez, je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Pas d'opposition. Des abstentions ? Pas d'abstention. C'est voté à l'unanimité. Je vous en remercie beaucoup. Donc, on passe au 27 qui concerne la mobilité, l'approbation d'une convention de partenariat relative à l'organisation et au financement d'une enquête mobilité certifiée CEREMA EMC2. SL, vice-président Alain Caraco, qui va nous faire la présentation depuis sa chaise. Voilà. Je vais vous faire et j'aurai beaucoup de peine à la suivre. Juste en préalable, pour les personnes qui ne le savent pas, Eric Lux, qui était directeur de la mobilité jusqu'il y a peu, est maintenant directeur de l'urbanisme. Tout le monde vous connaît, Eric, mais si vous voulez vous lever, on vous identifiera bien dans vos nouvelles fonctions. Et il est remplacé par Juliette Dastel, qui normalement était juste là, et je ne sais plus où elle est. Voilà. Ok, et qui va faire passer le diaporama. Alors, le diaporama, en fait, il provient de Métropole Savoie. On a juste ajouté quelques éléments. On peut arriver en plein écran, parce qu'il y a un petit souci, je ne sais pas pourquoi. Alors, cette fameuse enquête qui s'appelle EMC2, qu'on a appelée enquête ménage-déplacement à une époque, qui s'appelle maintenant enquête mobilité certifiée CEREMA, de quoi s'agit-il ? On va avancer, voilà. C'est une méthodologie qui est bien rodée, vu qu'elle existe depuis 1976. Elle a évolué, mais elle a volontairement évolué lentement, de manière à assurer la comparabilité des résultats de l'enquête entre plusieurs années et plusieurs territoires. Vous voyez sur la carte, même si vous ne voyez pas le détail, tous les territoires qui ont déjà fait des enquêtes de ce genre. Il est recommandé de renouveler ce type d'enquête tous les 10 ans. Vous verrez qu'on a un petit peu dérapé, mais on va rattraper ça. L'enquête se compose d'un cœur d'enquête qui est systématiquement le même sur tous les territoires et d'options qui permettent de répondre à des problématiques locales. Passer à la diapo suivante. Cette enquête, elle sert à orienter le choix des politiques locales en matière de mobilité, à nourrir la mise en œuvre des orientations des documents portés par les EPCI et les syndicats de SCOT pour une meilleure articulation des politiques de transport et d'aménagement du territoire, éclairer les choix en matière d'organisation de l'offre de transport en commun,
Plus localement, pérenniser notre modèle multimodal de l'Ouest savoyard qui s'appelle Modéos comme un outil opérationnel d'aide à la décision. Donc, comme on l'a vu lors de la dernière séance, si je ne dis pas de bêtises du Conseil, Modéos vit avec des données qui vont sur leurs 15 ans maintenant, ce qui commence à faire vieux. Et puis, il y a une boucle de rétroaction, on va dire, en direction du schéma de cohérence territoriale qui se nourrit de tout ça pour s'actualiser. Alors, le plus intéressant, c'est le territoire, parce que nous avons eu, je pense, à de nombreuses occasions, nous avons évoqué le fait que le bon périmètre pour parler mobilité, ça serait celui-là, c'est-à-dire Grand Chambéry, bien sûr, mais au nord, Grand Lac, au sud, Cœur de Savoie, et à l'ouest, les 4 intercommunalités qui forment l'avant-pays. Alors les 3 qui forment l'avant-pays proprement dit, c'est-à-dire communauté de communes de Yenne, Valguier et Aiguebelette, et le nord de la communauté de communes Cœur de Chartreuse. Et il se trouve que finalement, aujourd'hui, mais c'était déjà le cas en 2006-2007 lors de l'enquête précédente, la seule situation dans laquelle on utilise ce périmètre comme périmètre de travail, c'est pour recueillir des données. Mais, comme on l'a déjà vu, je pense qu'un jour ou l'autre, c'est un périmètre sur lequel on ne devra pas se contenter de recueillir des données, mais également d'organiser des services. L'enquête permet de toucher un peu plus de 4500 personnes de 5 ans et plus, réparties sur 28 zones que le CEREMA appelle les secteurs de tirage, et avec 2 modes de collecte combinés. Il y a à la fois du face-à-face et du par téléphone. Ce qui apparaît en bleu sur la carte, ça vous le voyez, c'est la collecte mixte, c'est-à-dire 50% de face-à-face, 50% de téléphone. C'est dans les zones les plus denses. Et dans les zones les moins denses, pour des raisons de coût, on fait exclusivement du téléphone. On va passer à la diapo suivante. On voit qu'il y a un découpage en secteurs que vous voyez mal. Et malheureusement, le diaporama n'était pas dans Idée Libre, mais il faut qu'on fasse ce qu'il faut pour que vous le receviez. Le secteur de tirage, donc comme l'appelle le CEREMA, c'est la maille la plus fine des analyses. Attention, ça ne correspond pas à la commune. L'objectif, c'est d'arriver à une population, sinon homogène en nombre d'habitants entre chaque secteur de tirage, au moins avec des écarts pas trop élevés, et c'est-à-dire que les plus petits secteurs de tirage sont de l'ordre de 6 000 habitants et les plus gros de 12 000. Et un secteur de tirage, dans un secteur de tirage, on doit interroger au moins 160 personnes. Le découpage n'est pas exactement le même que celui de 2007, même s'il en est quand même proche. On passe à la diapo suivante. On voit donc les secteurs de tirage sur Métropole Savoie. On voit par exemple que les Bauges et le plateau de la Lesse, pour des raisons de population, ne vont faire qu'un seul secteur de tirage, de même que le Piémont ouest, qu'en revanche la commune de Chambéry va être découpée en plusieurs secteurs, vu qu'elle dépasse de très largement la taille maximale de 12 000. Les diapos suivantes nous redonnent encore un découpage. Je ne suis pas sûr que cette diapo nous apprenne beaucoup de choses de plus. Là, vous le verrez dans le détail, c'est naturellement illisible ici. Vous avez le découpage pour Chambéry et... non, en fait, pas seulement pour Chambéry. Si, pour Chambéry ici, et ainsi que pour Sona, le découpage un peu plus détaillé. Et puis là, vous l'avez pour les autres communes de l'agglomération. Donc, vous verrez dans quel secteur se trouve votre commune. Donc, l'intérêt, c'est qu'on connaîtra après l'étude les flux entre les différents secteurs de tirage. En revanche, l'enquête ne donne pas les flux à l'intérieur de chaque secteur.
Si on a besoin de faire des études internes à un secteur de tirage, on pourra faire des études supplémentaires, mais qui seront à la charge du demandeur. On va passer à la suite. C'est un système à options. Alors, le principe, c'est que l'enquête cœur, c'est voilà, l'enquête principale. Le périmètre se fait alors, l'enquête cœur, donc oui, je vous en ai parlé, pardon. La première option, c'est l'option week-end. L'option week-end, elle se fait sur le même périmètre et elle concerne au moins 1000 volontaires de plus de 15 ans ayant répondu à l'enquête de semaine. Ça permet de connaître les déplacements du samedi et du dimanche, sachant que le samedi, il y a des choses auxquelles on pense beaucoup, comme les gens, par exemple, qui vont faire leurs courses. Mais il y a également une quantité non négligeable de déplacements domicile-travail. Et ça permet de voir la variation entre la semaine et le week-end, de connaître également les parts modales, combien se déplacent en voiture, à pied, à vélo, en transport en commun. Ça permet également d'identifier les lieux fréquentés qui ne sont pas forcément les mêmes le samedi et le dimanche que du lundi au vendredi. Ce n'est en revanche pas une enquête de fréquentation touristique. On a également une option web qui permet d'approfondir certaines thématiques qui ne font pas partie du cœur d'enquête. Même périmètre que l'enquête semaine, 1000 volontaires de 15 ans et plus. On peut intégrer une enquête d'opinion, ce qui n'est pas inintéressant. Et on peut également approfondir des thématiques apparues récemment qui n'apparaissent pas dans l'enquête cœur, comme par exemple le télétravail ou tous les achats, les déplacements liés aux achats du commerce en ligne. Il y a également l'option qui s'appelle Fréquence Plus, qui ne nous coûte rien pour le moment, mais qui nous coûtera si nous l'activons. Il s'agit d'actualiser quelques indicateurs de l'enquête cœur, qui sont la mobilité tout mode, les parts modales et le budget de temps. Alors, vous avez vu que l'enquête mobilité certifiée CEREMA est une enquête extrêmement lourde. Donc, on va essayer de la faire tous les 10 ans. Néanmoins, 10 ans, c'est un peu long. Et on peut faire une enquête beaucoup plus légère, à un coût beaucoup plus réduit, a priori au bout de 5 ans, pour réactualiser, on va dire, les données les plus importantes. C'est cette option, donc, qui nous permettra de le faire, si on le souhaite, dans 5 ans. Donc, ça sera le début du mandat suivant. Combien ça coûte tout ça? Ça coûte quelques sous. Vous voyez que le total à la fin, il est à 442 800 €. Le cœur d'enquête lui-même étant à 322 500 hors taxe. L'option week-end à 32 500 hors taxe. Et le total, l'option web, à 14 000. Et comment ça se finance? L'État nous participe à 20%, la région à 10%, le département de la Savoie à 20%, Métropole Savoie à 36%, je reviendrai sur ce que signifie la participation de Métropole Savoie, Grand Lac 2,5%, Grand Chambéry 4,5%, Cœur de Savoie 1,2%, donc tout ça c'est au prorata de la population des EPCI constituant Métropole Savoie, et l'avant-pays savoyard est à 5,5%, non pas qu'il soit très peuplé, mais que comme il ne cotise pas à Métropole Savoie, il n'est compté qu'une seule fois. Il me semble qu'il y a une diapositive qui consolide en fait les parts des EPCI membres de Métropole Savoie, où on voit par exemple que notre participation, en fait, elle est de 24%. Une grosse partie qu'on a déjà payée en cotisant à Métropole Savoie, et une petite partie qu'on paye en supplément pour cette enquête-là. Et c'est pareil pour Grand Lac et Cœur de Savoie. Où en sommes-nous dans le calendrier? On a donc
comment dire, il y a eu une convention avec le maître d'ouvrage qui est le CEREMA. On a constitué une convention partenariale de financement qui a été votée au comité syndical de Métropole Savoie, qui est le maître d'ouvrage pour l'opération. Il y a eu une consultation pour le choix du prestataire qui réalise l'enquête, sachant que le prestataire est vraiment un opérateur technique. Toute la méthodologie, c'est le CEREMA. Et le marché a été validé en bureau de Métropole Savoie le 28 juin. Il y a un comité de pilotage qui se compose du président, des vice-présidents et de l'élu du bureau en charge du budget à Métropole Savoie, ou toujours leurs représentants. Pour Grand Lac, Grand Chambéry, Cœur de Savoie, les présidents, vice-présidents chargés de la mobilité ou leurs représentants. Pour le syndicat mixte de l'Avant-Pays Savoyard, le président et la vice-présidente en charge de TEPOS ou son représentant. L'État est représenté par le préfet et la DDT de Savoie, le département par son président, la région par son président et sa vice-présidente, si c'est toujours une vice-présidente parce que ça date d'avant les élections. C'est un vice-président maintenant en charge de la mobilité et le comité de pilotage est présidé par le président de Métropole Savoie. Voilà sur la présentation, c'était un peu long, mais c'est quelque chose qui est quand même très structurant en matière d'information pour tous les choix de politique de mobilité que nous allons faire. Sur ce, il est proposé d'approuver au conseil municipal au conseil communautaire, d'approuver la convention de partenariat relative à l'organisation et au financement d'une enquête mobilité certifiée CEREMA et d'approuver la participation de Grand Chambéry au financement de cette enquête à hauteur de 20 142 € TTC, montant estimatif, et d'autoriser le président ou son représentant à signer cette convention et les documents à venir. Merci beaucoup pour cette présentation. Il est vrai qu'on a besoin d'acquérir des données à jour, savoir de quoi on parle quand on parle de mobilité. Ça a son importance, bien évidemment, dans les choix que l'on est amené à faire sur cette compétence-là. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes de précision, ou est-ce que tout est clair ? Pas de questions. Eh bien, je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions pour que l'on s'engage vers cette étude ? Pas d'opposition, des abstentions ? Pas d'abstention. Eh bien, je vous remercie. C'est voté à l'unanimité. Merci. On passe au rapport 28, qui est la création, à nouveau, d'un fonds de concours commune rurale. Et c'est le vice-président Jean-Pierre Fressos qui va nous faire cette présentation. Le président, mesdames et messieurs, donc ça fait le 3e fonds de concours, donc je ne vais pas vous expliquer le mécanisme, c'est 50% du reste à charge pour les communes. Pourquoi un fonds de concours pour les communes rurales ? Les communes rurales, bien souvent, elles font un projet, un investissement conséquent tous les 2-3 ans suivant leurs moyens financiers. Et peut-être, si l'agglo donne un petit coup de pouce, peut-être ça les incitera à aller vers la rénovation énergétique ou projets innovants pour le développement durable. Pourquoi 1000 habitants ? La limite est à 1000 habitants. Il fallait mettre une limite. Et politiquement, une commune à 1000 habitants, c'est la limite entre le scrutin, le panachage, et après, c'est des listes groupées, des listes entières. Donc voilà, s'il y a quelque chose à dire sur fallait trouver une limite, on l'a mis là. Je ne reviendrai pas surtout, je ne vais pas énumérer toutes les communes. Je vais simplement dire que les équipements communaux éligibles sont les équipements publics de base, mairie, école, bibliothèque ou toute autre propriété communale, aménagement forestier ou agricole lorsque la commune est propriétaire. Donc j'en ai parlé, le fonds de concours, 50% du reste à charge. Rénovation énergétique du bâti, l'installation de systèmes de production d'énergie renouvelable, des serres forestières, places de dépôt, aménagement d'alpage si la commune est propriétaire, remise en état des parcelles agricoles pour installation agricole ou diversification, tout autre travaux innovants.
Donc c'est un plan pluriannuel. Il était prévu à la PPI 2021 à 200 000 €. On était obligé de revoir un peu nos ambitions à la baisse. Donc c'est 100 000 € cette année. Puis je pense que les communes avaient besoin de mettre en place leurs projets. On redemandera 200 000 € l'année prochaine et les années suivantes. On n'a pas voulu faire de calcul comme il peut être avec le VDEC, c'est-à-dire par rapport au potentiel financier, potentiel fiscal et tutti quanti, kilomètres de voirie. On est resté basique. Donc si le montant pluriannuel des 6 ans passe à 200 000 € à partir de l'année prochaine, et 100 000 € cette année, ça fera à peu près 47 000 € par commune sur les 6 ans. Il n'y aura pas d'autres critères. Donc l'enregistrement des dossiers, c'est le même que pour tout le monde. Il faut déposer un dossier et puis on acte quand il est déposé. On donne l'aval à la commune de démarrer les travaux. La commission qui se réunira, elle est formée d'élus et de techniciens de l'aménagement durable, forêt, agriculture. Il est précisé que le nouveau dispositif pourra être amené à évoluer en fonction des priorités fixées par le futur projet d'agglomération. Donc si vous mettez l'accent sur la ruralité, peut-être qu'on pourra même augmenter un peu plus haut dans les années futures, on verra. Article 1, de créer un fonds de concours commune rurale en soutien à la réalisation des travaux sur les équipements publics de base ou des aménagements forestiers ou agricoles à hauteur de 50% du coût résiduel. Préciser que ce fonds de concours sera pluriannuel et l'enveloppe consacrée sera définie lors du vote de programmation pluriannuelle d'investissement 2022-2026. De préciser que ce fonds de concours sera sollicité par les communes concernées et attribué par délibération après examen de l'éligibilité de leur dossier par le comité d'attribution. Voilà. Merci. Très bien, merci. On est dans la même philosophie que le fonds de concours sur la rénovation énergétique et les énergies renouvelables, c'est-à-dire l'objectif, c'est aussi d'encourager les communes et d'aider nos communes rurales sur des équipements de base et puis liés sur des projets innovants, ça a bien été dit, ou des aménagements agricoles forestiers. Est-ce qu'il y a des questions ou des réactions sur ce qui a été présenté par Jean-Pierre Fressos sur ce fonds de concours? Pas d'intervention? Alors je le mets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Pas d'opposition. Des abstentions? Pas d'abstention. Eh bien, merci beaucoup. Ensuite, on en est au dernier point. Dernier point qui est un vœu qui est pour exprimer notre inquiétude sur l'augmentation du trafic routier dans l'agglomération. Et c'est vrai qu'on a trois données qui arrivent en même temps. Je ne trouve pas mon mot, excusez-moi. C'est-à-dire, le premier, on a les travaux sur la VRU, effectivement. Et puis, on a le second tube du tunnel du Fréjus qui va être ouvert à la circulation au second semestre 2021. Donc là, on y est. Et en parallèle, troisième contrainte, c'est des travaux importants qui sont annoncés sur le tunnel du Mont-Blanc sur les années 2022 et 2023. Et donc la conjugaison, voilà, c'est le terme que je cherchais, de ces deux, voire trois phénomènes, puisque nous, on y rajoute des travaux sur la VRU, au niveau du péage, eh bien, on a une estimation d'une augmentation du trafic au niveau de la traversée de l'agglomération, de la Cluse chambérienne, de plus 5000 véhicules jour, dont un tiers de camions. On voit déjà les difficultés qu'il y a avec les travaux. On imagine ce que ça va donner quand on aura les difficultés pour passer sur le tunnel du Mont-Blanc et puis l'aspiration, entre guillemets, par l'augmentation de la capacité sur le tunnel du Fréjus, eh bien, le passage obligé, c'est sur Chambéry. À titre d'info, on a une moyenne de 105 véhicules jour qui transitent sur la VRU, dont 9000 poids lourds aujourd'hui.
voilà, on a une croissance d'environ 1,5% par an. Et donc, on le sait, que cette infrastructure, ça a déjà été évoqué par ce Conseil, que cette infrastructure de VRU, eh bien, elle atteint ses limites de capacité. On a une augmentation des risques d'accidents, bien sûr. Les nuisances en termes de pollution atmosphérique et sonore ont été évoquées. Et ce que je vous propose, c'est effectivement de formuler ce vœu auprès de l'État qui est compétent sur cette infrastructure, en indiquant, et je lis donc, que le Conseil communautaire s'inquiète de l'augmentation du trafic routier dans l'agglomération chambérienne et de ses conséquences. Et donc, nous demandons que soient prises toutes les mesures permettant le report du fret sur le rail, d'une part. D'autre part, la poursuite du déploiement des dispositifs de signalisation intelligente sur la VRU et l'étude de mesures de sécurisation complémentaires. À la lecture, puisque vous l'avez eu, à la lecture de ce vœu, j'ai le vice-président Alain Caraco qui a souhaité apporter un amendement, un complément, et c'est bien volontiers que je lui laisse la parole pour cet amendement sur ce vœu, et ensuite on passera aux questions et au débat. Merci, Monsieur le Président. Oui, nous avons été quelques-uns à souhaiter apporter quelques précisions dans la rédaction et surtout quelques éléments forts à la fin. Donc, d'importants travaux sont annoncés sur le tunnel du Mont-Blanc au cours des prochaines années. Ces interventions ne sont pas sans incidence en matière de report de trafic dans la vallée de la Maurienne, à l'instar des précédentes fermetures, 1999, 2002, 2007, 2009 notamment. Une circulation supplémentaire est attendue dans la cluse chambérienne et sur l'autoroute de Maurienne, en particulier avec le report d'une part importante du trafic international de poids lourds. La VRU de Chambéry est actuellement régulièrement bloquée du fait des nombreux chantiers en cours, notamment celui du nouvel échangeur d'autoroute de Chambéry-Nord et de la croissance du trafic. À ce jour, ce sont déjà en moyenne près de 105 000 véhicules par jour qui empruntent l'infrastructure, dont près de 9 000 poids lourds, et la croissance annuelle de la circulation s'établit à 1,5%. Comme plusieurs agglomérations l'ont déjà fait, il apparaît nécessaire d'expérimenter la baisse de la vitesse de 90 à 70 km/h dans la traversée de l'agglomération chambérienne, notamment pour limiter le risque d'accident, les nuisances sonores pour l'ensemble des riverains, la pollution de l'air et la consommation d'énergie fossile. Aussi, le Conseil communautaire s'inquiète de l'augmentation du trafic routier dans l'agglomération chambérienne et de ses conséquences. Il demande à l'État que soient prises activement toutes les mesures permettant le report du fret et des voyageurs sur le rail, la poursuite du déploiement des dispositifs de signalisation intelligente sur la VRU et l'étude des mesures de sécurisation complémentaires, la limitation permanente à 70 km/h à titre expérimental sur l'ensemble de la période de travaux dans toute la traversée de l'agglomération chambérienne. Merci. Alors, il est vrai que certains m'avaient indiqué qu'il y avait eu une délibération par le passé, et j'ai demandé à ce qu'elle soit recherchée. Le 19 décembre 2013, on avait un vœu, c'était Louis Besson, le président de Chambéry Métropole, et on évoquait déjà une demande de réduction permanente de la vitesse sur la VRU à 70 km/h qui aurait le double intérêt d'abaisser le risque d'accident et de diminuer la part de la pollution due au transport dans notre agglomération. Donc voilà, on a les vœux. Donc on renouvelle. Enfin, en tout cas, moi je suis favorable à ce qu'a présenté Alain Caraco, de renouveler ce vœu concernant la limitation de la vitesse. Mais je vous laisse intervenir et voilà, faire part de votre point de vue là-dessus, s'il y en a. Oui, Luc Berthoud. Bonsoir, si on en est là à reprendre ce vœu de 2013, sans vouloir compliquer les choses, je rajouterai bien le paragraphe que nous avions adopté
qui était de dire qu'à partir de, sur l'autoroute A43, à partir de la sortie du tunnel de l'Épine, il serait bon jusqu'au péage de l'autoroute, de la Motte-Servolex, de limiter la vitesse à 110, puisque sous le tunnel, on est à 110, et après, on est en pente et en courbe avant d'arriver au péage. Un peu comme on a de l'autre côté, quand on sort du tunnel de Dulin, aussi une portion qui est à 110. Donc ça me paraîtrait nécessaire, d'autant plus pour arriver à un décrochage si on était à une expérimentation à 70 sur la VRU, donc sur la portion avant d'autoroute d'être à 110 au lieu de 130. Merci. C'est une demande qu'on a réitérée à plusieurs préfets et la réponse est de dire qu'il n'y a pas eu d'accident et que donc ça ne nécessite pas... Mais bon, il vaut mieux la prévention que d'attendre qu'on ait des difficultés pour les régler. Très bien, merci. Effectivement, il y a le phénomène d'accidentogène, mais il y a également la pollution atmosphérique et sonore. Bon, voilà, donc ça fait 2... Oui, Arthur Bonneveux. Merci, Monsieur le Président. Vous le savez, je suis souvent assez critique, mais quand les choses vont dans le bon sens, je me permets de le dire. De voir que la pollution sonore est apparue dans la délibération est une très bonne chose. Et je vois que les réitérations et les demandes de la commune de Barbera et d'autres communes portent leurs fruits. Donc j'espère qu'on s'engagera dans les prochaines années à faire en sorte qu'on puisse justement limiter les nuisances sonores qui sont autour de la voie rapide et autour de la voie ferrée. Merci. Très bien. Voilà, donc, moi je vous propose qu'on globalise tout ça. Personnellement, je suis favorable aux 2 propositions qui ont été faites, les 70 km/h sur la VRU, et profiter de cette circonstance. Les 110 km/h, j'attends d'éventuelles réactions, mais pourquoi pas, ça va dans le sens de la réduction et de la pollution atmosphérique sonore, mais certainement de l'accidentologie aussi. Et puis, voilà, on globalise en disant, oui, il y a des nuisances, ces infrastructures créent des nuisances, on essaye de les réduire. Est-ce qu'il y a des réactions ou d'autres interventions voilà, sur ce vœu qui sera complété celui qui est proposé dans les délibes sera complété par les 70 km/h et les 110 km/h sortis du tunnel de l'Épine et jusqu'au péage, à l'échangeur Chambéry-Nord. Plus précisément. Non, c'est bon. Ah pardon, je n'avais pas vu. Excusez-moi, monsieur le maire. Oui, je vous en prie. Monsieur le Président, si je comprends bien votre proposition, c'est finalement de voter l'amendement qui a été présenté par monsieur Caraco, lui-même amendé de la proposition de monsieur Berthoud, c'est ça? Oui. Ok. Oui, oui. Alors, je voulais simplement... moi, je ne retire du coup rien à ce qui a été présenté, je trouve, est plutôt complet et équilibré au vœu présenté par monsieur Caraco, amendé par Luc Berthoud. Je voudrais également proposer un petit amendement à la fin pour demander à l'État de privilégier comme période de fermeture du tunnel du Mont-Blanc pour permettre la réalisation des travaux nécessaires les mois où la circulation est la plus faible. Puisqu'il se trouve que sur le tunnel du Mont-Blanc, d'un mois à l'autre, c'est 125 à 250 000 véhicules qui passent. Et comme les travaux vont se faire sous le contrôle de l'État, je pense que l'État pourrait demander à ce que le basculement et les travaux se fassent sous les mois les plus creux de l'année, ce qui du coup limiterait une part du report sur la Cluse de Chambéry et la Maurienne, puisque sur les périodes passées où il y a eu ce report, c'est à peu près 60% de report qu'il y a eu. Ça n'a pas été là 100%, mais c'est 60% sur des périodes, sur des trafics qui sont assez conséquents. Donc ça permettrait de limiter ce report. Bon, très bien. Moi, pareil, personnellement, je suis favorable à ça, à rajouter à notre vœu. Il n'y a pas de réaction? Oui, Jean-Marc Léoutre. Oui, simplement, comme il arrive que les pistes s'arrêtent à Régoulis, que souvent on s'arrête au péage ou au toboggan qui sont juste avant ou juste après le tunnel Léon,
Bon, oui. Ça va, ça? Donc, c'est-à-dire, attendez, parce qu'il faut que je comprenne pour pouvoir le reformuler. Oui, je veux bien. Oui. Jean-Marc Léout, puisqu'il a parlé sans micro, propose que la proposition d'imitation à 70 km/h se fasse pas exclusivement sur ce qu'on appelle entre nous la VRU, qui peut être compris uniquement sur la partie qui concerne Chambéry ou Barbera, mais sur la totalité du parcours entre, en quelque sorte, le péage dit de Chambéry-Nord jusqu'à celui de Chignin. Et en fait, cela couvrirait effectivement la totalité de la route qui reste aujourd'hui de compétence nationale, puisque c'est la seule route encore sur la Cluse chambérienne qui est gérée par l'État. Donc on peut dire sur la totalité effectivement du parcours entre les deux péages au sud et au nord. Ce qui se fait aujourd'hui à Lyon, ce qui se fait à Grenoble notamment. Ouais, là, on sera plus précis. D'accord, entre les deux péages, Nord et Chignin. Oui, monsieur le maire de Barbie. C'est compliqué de faire un vœu comme ça à plusieurs mains et plusieurs intervenants. Juste, est-ce qu'il n'y a pas besoin techniquement d'une dégressivité de la vitesse comme il y a actuellement pour pas passer de 130 à 70 aux sorties de péage et là je crois que c'est 110 maintenant, peut-être faire quelque chose de dégressif de 90 puis après 70. Voilà. Bon, je suis pas spécialiste, mais on pourrait peut-être aussi faire confiance aussi à l'État pour qu'ils adaptent les choses, parce que voilà, est-ce qu'à un moment il y a un besoin de dégressivité ou est-ce on passe de 130 à 70? Voilà, je me pose juste la question. Je réagis en même temps que vous. Oui, on redémarre à chaque. Si on dit c'est entre chaque péage, on redémarre. Donc je sais pas. Oui, Alain Caraco, le micro. La dégressivité est quelque chose de très important, mais à partir du moment où on a une barrière de péage, la dégressivité est en amont de la barrière de péage, vu qu'on arrive au péage à 0 si on n'a pas de badge, ou à 30 si on a un badge. Donc le problème de dégressivité est réglé en amont. Bon. Ok. Oui, Arthur Bonneveux, oui, t'en prie. Putain. Il faut être agile pour être maire. Moi, la proposition de passer à 70 entre le péage de Chignin jusqu'au tunnel des Monts me paraît assez dangereuse, notamment pour Saint-Georges, parce que si on roule à 70 pour faire Chignin, au moins l'échangeur Saint-Maldoff, on va payer une autoroute pour rouler quasiment aussi rapidement que quand on est sur la nationale. Donc est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux se dire, on commence, allez, peut-être au niveau de l'échangeur Saint-Maldoff Médipôle? Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Marc. Non, elle n'est pas gratuite. Hein. Quand vous rentrez à Chignin et que vous prenez la voie rapide, on paye 90 centimes.
Bon. Bon, ce que je retiens, les 70 km/h entre les deux péages, ça passe. On est d'accord? Ouais. Non? Il y a une main levée? Quelqu'un veut intervenir? Bon, on reste d'accord. Moi, j'entends. Donc, les prises de parole, hein, c'était bien ça, les 70 km/h entre le péage nord et le péage chignien. Hein. Les 110 km/h sur la descente tunnel de l'Épine jusqu'au péage nord. Et les travaux demandés à l'État d'entreprendre les travaux du tunnel du Mont Blanc sur les périodes à plus faible trafic, hein, plus faible fréquentation. C'est bon ça? C'est ce qu'on rajouterait donc à la base, hein. Avec la rédaction qui va bien. Enfin, je pense que ce qu'a lu Alain Caraco, bon, on est bon, hein, après sur les termes de rédaction. Voilà, écoutez, je vous le propose tel que, et je le mets. Ah, Madame Gougou. Non, mais ne courez pas. Merci, Monsieur le Président. Moi, je souhaiterais qu'on dissocie les 70 au-delà, qui vont jusqu'à Chignin. Et pour qu'il y ait une première partie avec tous les éléments qui ont été rajoutés, puis qu'on voit après si oui ou non on y rajoute les 70 jusqu'à Chignin. Est-ce que je suis claire dans ce que je raconte? Alors, jusqu'où C'est-à-dire que tout mettre à part les 70 et on voit après si on est tous d'accord pour qu'ils soient rajoutés dans la partie de Barberin, en gros, jusqu'à Chignin. Bon. Je ne dis pas Barberin, je ne sais pas exactement. Vous avez un avis, Alain? Je n'ai pas bien en tête précisément la distance entre Saint-Baldoff et Chignin. Les gens qui passent par là plus souvent que moi vont me dire quoi, 2 km peut-être? Combien? À peu près 2 km. Donc entre 90 et 70 à l'heure sur 2 km, ça doit être de l'ordre de 15 à 20 secondes à peu près l'écart. Donc je ne suis pas convaincu qu'il soit nécessaire. Ah, 110, pardon. Ça va être de 30 secondes à 40 secondes environ. Donc je ne suis pas convaincu qu'il y ait grand intérêt à dissocier. Bien. Bon, moi, je vais m'en référer aux interventions des différentes personnes qui sont des communes traversées déjà, hein, qui sont concernées et qui ont un avis. Oui, c'est à titre expérimental pour cette année. On va rester là-dessus. Donc 70 km entre les deux péages, je reviens. Les 110 km sortie tunnel de l'Épine jusqu'au péage. Les travaux dans le tunnel du Mont Blanc pendant des périodes plutôt basses. Voilà ce qu'on rajouterait au vœu. Hein. Je vous propose qu'on s'en tienne là et je vous le soumets à votre jugement. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Ni l'un ni l'autre. Très bien. Une abstention. Oui, pardon, Gougou. Très bien, bien sûr. Une abstention. Merci, c'est voté. Bien, écoutez, on a épuisé l'ordre du jour. Voilà, vous avez comme d'habitude sur idée libre les décisions prises par les vice-présidents et le président. En 32, les comptes rendus du 3 juin 2021. Et que j'ai pas fait. Si, je l'ai fait. Je l'ai fait voter, le compte rendu de la dernière. Oui, je me souviens pas. Excusez-moi. Donc vous l'avez et voilà. Très bien. Excusez-moi. Bien, eh bien, je vais clôturer cette séance en vous rappelant. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une demande d'intervention. Monsieur le maire de Barbie, oui.
Rapidement, vu que c'est la fin de la séance, par rapport à la collecte sur les eaux pluviales, je voulais expliquer un petit peu la position de Barbie. On s'est opposé, mais on ne souhaitait pas s'opposer, on souhaitait plutôt un report, parce qu'il y avait des éléments qui nous semblaient encore pas très clairs, dont les kilomètres qu'on a demandé au service et qu'on nous a dit qu'il y avait 6 communes qui n'avaient pas encore le kilométrage qui était très affiné. Et puis quand j'en ai parlé moi à mon conseil, mes adjoints, c'est vrai que j'ai pas su leur réexpliquer pourquoi on était passé de 50% sur la population à 20 ou inversement. Voilà, donc c'est vrai que c'était pas forcément très très clair pour nous, en tout cas commune de Barbie. Voilà, j'ai échangé avec Daniel Rochex qui s'est proposé qu'on puisse échanger et affiner. Voilà, donc je lui laisse peut-être la parole, mais c'est vrai qu'on n'est peut-être pas la seule commune à se poser quelques questions sur cette collecte. Ouais, c'est vrai que nous, on aurait préféré un report pour qu'on puisse avoir une position plus consensuelle et globale. Voilà. Merci. Alors, je vais faire une réponse. Comme vous tous, moi, je souhaite qu'on puisse conclure favorablement à cette collecte. Et si d'ici le prochain conseil communautaire qui aura lieu le 30 septembre, il y a des besoins d'éclaircissement, je suis tout à fait disposé à mouiller le maillot avec les personnes de mon service et de vous rencontrer. Donc j'ai déjà pris auprès de Madame le maire au niveau de Chambéry, parce que je pense qu'il y a aussi des points d'éclaircissement à apporter, sur les précisions, sur la population, sur le linéaire de réseau. Et je ferai la même chose avec la commune de Barbie. Effectivement, je pense qu'entre aujourd'hui et le 30 septembre, il y a encore le temps d'aller vous trouver, de vous expliquer pour qu'effectivement ça soit clair pour toutes les communes. En sachant qu'on a à votre disposition toutes les informations que vous solliciterez pour les autres communes. Et s'il faut aller voir des communes en particulier, je suis prêt à le faire pour essayer de faire que le 30 septembre, nous puissions avoir, je dirais, un consensus global pour cette thématique d'eau pluviale qui pour moi est très nécessaire et intéressante pour le service, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à faire et je pense que vu ce que vous voyez, ce qui tombe ces jours, vous n'allez pas me contredire. Merci pour ces informations. Bon, ok, c'est noté, c'est enregistré. Écoutez, l'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance. Merci beaucoup, bonne soirée. Et bonnes vacances pour ceux qui en prennent, oui, parce que là, on entame le mois de juillet-août. Et rendez-vous tous à Saint-Jean-d'Armey.